Alors ce que nous voyons d'ici, c'est le village de Malaucène. Ce village qui va nous intéresser d'un point de vue médiéval. Ce qui veut dire que toutes les maisons que nous avons devant les yeux, eh bien, il faut en quelque sorte les exclure, puisque pour la plupart d'entre elles, elles n'ont pas 100 ans. Alors qu'est-ce que nous voyons qui puisse nous intéresser? D'une part, il y a les montagnes. Les montagnes, elles, ça représente le Malaucène immémorial. Elles ont toujours été là. Elles resteront longtemps, je l'espère. Et puis, nous avons quand même deux sites particuliers. C'est d'une part à droite l'échancrure du Groseau, marquée par ces rochers dentelés. Et l'on sait que le Groseau, cette rivière-là, a actionné beaucoup d'usines, beaucoup de fabriques, comme on disait dans le passé. Et c'est un peu la source de vie du village. Et puis alors, sur la gauche, au contraire, nous avons l'église de Malaucène. Certes, nous savons que c'est un monument religieux, une église, naturellement. Mais dès qu'on l'observe un petit peu, on s'aperçoit que c'est aussi une forteresse, un monument qui avait une fonction militaire. Un monument défensif en quelque sorte. Elle était incluse dans les remparts et elle protégeait le village contre des incursions venues de l'extérieur. Bref, historique de cette église, il faut commencer par dire un petit mot des remparts, parce que cette église, qui a été construite au début du XIVe siècle, a été construite partiellement hors de l'enceinte. Et sur ce plan, on voit très bien que les remparts prenaient à peu près cette direction, et donc toute cette partie-là est une partie qui a été prise hors des remparts. Donc au début du XIVe siècle, on construit cette église, et la partie la plus ancienne, sans doute, celle par laquelle on commence, c'est la partie côté nord. Ensuite, on prolonge avec la façade, et on prolonge et on fait le mur sud. La dernière période de grands travaux, c'est le XVIIIe siècle, même le début du XVIIIe siècle. À ce moment-là, on prend conscience, si l'on peut dire, que l'église n'est pas terminée, puisqu'il n'y a que cette partie-là qui est faite définitivement. Donc il faut faire la dernière travée, celle-ci, et toute la partie de l'abside de chœur. Donc vous voyez, c'est une partie importante d'une église qui correspondait seulement à cela. Donc on va ajouter tous ces éléments-là pour terminer enfin l'église. On est au début du XVIIIe siècle. Alors, cette église a donc remplacé des remparts préalables, mais ces remparts apparaissent aux deux endroits où la jonction s'est faite. C'est-à-dire du côté de la gauche du nord-ouest, et puis également du côté du portail Soubeyran. Si je regarde la direction que prend ce rempart, on s'aperçoit qu'on arrive à un moment donné à un angle, et le mur part sur la gauche. C'est à cet endroit-là qu'effectivement on quitte le rempart pour construire la partie de l'église qui est hors les murs. Donc cela signifie que toute une partie de l'église est construite à l'extérieur de ce que furent les anciens remparts. Et alors ce qui est assez curieux à remarquer, c'est qu'on n'a pas démoli franchement les remparts pour coller l'église contre le rempart, mais on a gardé partiellement les remparts pour les prolonger en quelque sorte. C'est pour ça que quand on regarde la façade ouest, on voit très bien que les remparts sont inclus dans la façade, comme si on avait voulu profiter en quelque sorte de ces aspects défensifs des remparts, dans la mesure où ils pouvaient être encore utilisés, le reste ayant naturellement sauté pour pouvoir construire l'église hors de ces fameux remparts. Donc la construction de l'église au XIVe siècle est une construction qui est une construction défensive. Si on continue un petit peu l'historique de cette église, eh bien, une fois qu'elle est construite et non achevée donc au XIVe siècle, il faut voir qu'au XVe siècle, il y a des aménagements défensifs, en particulier cette espèce de bretèche que l'on voit au-dessus de la porte d'entrée, qui doit dater à peu près du milieu du XVe siècle.
C'est l'époque aussi sans doute où on met des plaques de fer contre la porte d'entrée parce qu'effectivement c'est une partie faible de l'église. Et puis le grand moment des prolongements défensifs de cette forteresse, si on peut parler de forteresse en parlant de l'église, eh bien c'est le XVIe siècle, c'est l'époque des guerres de religion. Et à ce moment-là, on va faire disparaître complètement les contreforts qui épaulaient la nef et qui étaient très visibles de l'extérieur. On va les faire disparaître, on va les noyer en quelque sorte dans une maçonnerie qui va permettre d'une part de créer des sortes de casemates pour défendre l'église, mais également qui va permettre de supporter un chemin de ronde sur le nouveau toit, puisqu'il faudra naturellement prolonger le toit jusqu'à ce qu'il atteigne la verticale, la pique des contreforts. Lorsqu'on fait les grands remaniements du début du XVIIIe siècle, à ce moment-là, on ne se soucie plus du tout de fonctions défensives, et en particulier on va reprendre les fenêtres du XIVe siècle qui étaient très étroites et très allongées, on va les reprendre pour les élargir et en faire des fenêtres beaucoup plus qui éclairent davantage la nef. Il reste quand même un exemple côté nord de ces fenêtres primitives, beaucoup plus étroites donc, et rendant la nef beaucoup plus sombre. Où nous sommes dans l'église de Malaucène, à l'intérieur. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas parler de l'église de Malaucène en une seule fois. Il faut en parler à deux fois. Pour respecter la chronologie, d'une part, la partie ancienne, qui date du XIVe siècle, la partie donc originelle, qui comprend les 4 premières travées, 1, 2, 3 et 4. On laisse de côté la première chapelle nord sur laquelle il y aura des choses un petit peu complexes que nous dirons plus loin. Et puis les travaux s'arrêtent. Les travaux s'arrêtent à ce niveau-là et on va construire un mur. Ce mur, il restera en place à peu près 4 siècles. Rien après, rien derrière, et c'est seulement au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, qu'on va construire la 5e travée, ainsi que toute l'abside de chœur qui est ici. Alors, dans cette partie ancienne, il y a des choses évidemment qui sont postérieures, parmi ce qu'on peut voir d'une façon évidente. Il y a l'orgue par exemple et ses boiseries qui datent du XVIIIe siècle. Il y a la chaire qui date du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle. Alors c'est une église de tradition romane, même si on est en train de sortir de la tradition romane, on le voit, c'est une voûte en arc brisé. Un arc brisé. Les chapelles les plus anciennes, celles qui ont été construites au départ, c'est-à-dire celles qui sont du côté nord, ces chapelles-là, elles sont également construites en arc brisé également. Alors dans la 4e chapelle, au-dessus de ce qui fut un temps la tribune de l'orgue, on voit une ouverture dans le mur entre la chapelle 4 et la chapelle 3. Et ça, en fait, c'est une porte. Cette porte donnait dans la chapelle 3 à une chambre d'archives qui était au-dessus du sol, dans la partie voûtée de la chapelle. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela, pour avoir un petit peu plus d'espace, qu'ils ont construit de façon un petit peu différente la voûte de la chapelle 3 par rapport aux autres chapelles contemporaines. En particulier, on voit qu'elle est légèrement, l'angle est légèrement plus ouvert, donc il y a un petit peu plus d'espace. Cette chapelle, plutôt cette chambre d'archives, sera démolie au XVIIIe siècle avec les réfections définitives de l'église. Et alors quand on regarde ensuite les chapelles sud, toujours pour ces 4 travées qui nous intéressent, quand on les regarde, eh bien on s'aperçoit que le haut, la voûte, n'est plus du tout la même. Autrement dit, nous sommes à la charnière du roman et du gothique, ce qui est intéressant, donc roman côté nord et gothique côté sud, puisque les chapelles sont en croisée d'ogives. Alors les 4 clés de voûte qui datent du XIVe siècle sont donc d'origine
représente des petites scènes, des personnages qui sont intéressants et souvent assez finement sculptés. Donc il y a dans l'ordre l'agneau pascal, il y a ensuite un homme en prière, troisième travée c'est un évêque et quatrième travée c'est un ange. Il y a quelque chose de curieux dans cette église et qui intrigue beaucoup les visiteurs. Ce sont ces dalles ovales qui sont un petit peu partout sur le dallage de l'église. Alors, elles correspondent, ces dalles, à des caveaux, c'est-à-dire qu'au-dessous, on enterrait des gens. Et on ne sait pas exactement si les caveaux sont d'origine, datent du XIVe siècle. Ce qui est certain, c'est qu'au XVIe siècle, on les remet en état, au XVIIe siècle également, et puis, très exactement en 1779, dans le Conclave des Saints, eh bien, un décret paraît interdisant, pour des raisons d'hygiène d'ailleurs, de continuer à mettre les morts sous les églises. Voilà donc pour cette partie 14e. Et ensuite, si on se retourne, on a la partie 18e. Imaginez ce mur-là, entre la 4e et la 5e travée. Imaginez que pendant 4 siècles, tout ce qui correspond maintenant au chœur et à cette dernière travée, qu'on appelle aussi d'ailleurs la travée de chœur, eh bien tout cela est resté en attente, en suspens. Et alors là, se sont construits diverses sortes de bâtiments. Il y avait un hôtel, il y avait la porcherie municipale, enfin beaucoup de choses de ce type-là qui occupaient l'espace et qu'il a fallu dégager au XVIIIe siècle quand on a construit ce prolongement qui est en fait l'aboutissement de l'église. Alors quand on regarde l'architecture, on s'aperçoit qu'on est dans un autre monde, en particulier l'utilisation des chapiteaux de style ionique. C'est une chose qu'on perçoit mal dans l'architecture romane. Il faut savoir que quand on a construit cette église au XIVe siècle, on s'est trouvé devant des problèmes difficilement solubles, des problèmes de topographie. En effet, la partie construite hors les anciens remparts a dû être remblayée parce qu'on était presque à la pique d'un vallon qui, à cette époque-là, était très profond. Et la partie qui va être prolongée, donc du côté du chevet, du côté du chœur, au XVIIIe siècle, était totalement envahie par des massifs de safre. On sait même que l'autel, parce qu'il fallait bien un autel contre ce mur provisoire, l'autel a été construit dans le safre. Les marches de l'autel étaient dans le safre, on le sait, puisque au XVIIIe siècle, ils casseront ce massif de safre, d'une part pour ouvrir le passage, naturellement, en supprimant l'autel, et puis d'autre part pour aplanir, mettre à niveau la partie XVIIIe siècle. Donc il a fallu casser ce safre, dont on voit très bien, quand on est à l'extérieur, surtout côté nord, quelle était son importance. Ce qui est intéressant quand on est à l'extérieur, ce sont ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a des traces de ces prolongements-là. C'est-à-dire qu'on voit très bien à quel endroit la maçonnerie du XVIIIe siècle vient se coller à la maçonnerie du XIVe siècle qui débordait largement dans ce qui sera plus tard les chapelles de la 5e travée. Alors nous sommes ici devant un tableau qui vient d'être tout récemment rénové et qui représente Saint-Michel terrassant le dragon et pesant les âmes. Ce qu'il faut dire à propos de ce tableau, d'abord il est relativement ancien puisqu'il date de la fin du XVIe siècle, il est attribué à un peintre avignonnais qui s'appelait Zacharie. Et son emplacement n'est pas là à l'origine, mais il était contre ce mur dont nous avons parlé, qui séparait la partie construite au XIVe siècle de ce qui devait être la partie XVIIIe. Et il a été donc, au moment où on a, au XVIIIe siècle, prolongé l'église, il a été transporté dans cette chapelle. Cette chapelle, elle est dans le style des 4 autres, d'ailleurs les devis qui datent du début du XVIIIe siècle disent fort bien que les chapelles nouvelles doivent être faites dans le style des chapelles des 4 autres travées.
On remarque d'ailleurs qu'elle est également à croisée d'ogive, comme les autres, et une croisée d'ogive qui, à la clé, n'est pas historiée, n'est pas ouvragée, comme ce fut le cas de celle qui fut reconstruite au XIVe siècle. Alors, les raisons pour lesquelles au XIVe siècle cette église n'a pas été terminée sont diverses et mal connues. La première, c'est qu'il y avait des gros travaux de déblaiement de Safre. Il y a une arête de Safre là qui passait au niveau de la 5e travée. Et puis sûrement, là où est le chœur actuellement, il y avait également de massifs de Safre. Mais enfin, c'est pas ça qui arrête des constructeurs, hein. Il y avait d'autres raisons. Alors, la première raison que l'on peut évoquer, c'est sans doute les finances. Les caisses qui sont vides, ou plutôt les caisses qui vont servir à faire autre chose. Parce que comme c'est une période extrêmement troublée, puisque les grandes compagnies commencent à montrer le bout du nez à cette époque-là, eh bien il faut refaire les remparts, il faut renforcer toutes les défenses du village, et donc sans doute beaucoup de l'argent qui devait être mis à l'église va passer dans d'autres constructions ou d'autres aménagements. Et puis peut-être une troisième raison, peut-être une crise religieuse, puisque c'est à cette époque-là aussi que le gros os, qui avait vécu des heures de gloire à l'époque de Clément V, commence à perdre peu à peu ses moines et va vers une décadence qui sera irrémédiable, irréversible au XVe siècle. Nous voici donc devant cette belle façade occidentale qui, dans sa quasi-totalité, a été construite hors des remparts, puisque nous étions là, à la pique d'un ravin, d'un petit ravin, qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui la gorge aérette, c'est-à-dire la petite gorge. Donc c'est une zone qu'il a fallu remblayer. Et le fait qu'on soit sur une zone sans doute de grande instabilité explique peut-être que le porche, dont on voit les amorces dans le mur, est à un moment donné parti à la descente dans le ravin, à moins que, autre hypothèse, il n'ait jamais été achevé. En ce qui concerne ce ravin, on peut en avoir une idée lorsqu'on regarde la reproduction d'un tableau de Jean-Joseph Bonaventure Lorentz, qui était un peintre carpentrassien du XIXe siècle, qui nous montre bien cette église comme en déséquilibre au-dessus du ravin. Alors certes, il y a dans ce tableau des exagérations romantiques. En 1433, on refait le dessus de toutes les fortifications, c'est-à-dire les remparts, les portes et l'église elle-même. Si on regarde en haut de cette façade occidentale, on voit d'abord cette bretèche, là. Il y a eu un crénelage. Il correspond à la partie qui se trouve entre la corniche inférieure, qui est celle qui couvre le toit, qui correspond au toit qui couvre la nef, et la partie supérieure, qui sera prolongée au XVIe siècle, donc sur la droite, mais qui peut donner une idée de ce parapet qui, à l'origine, était un parapet avec des créneaux. Nous revenons donc au portail d'entrée maintenant. Ce que l'on peut remarquer d'abord, c'est le linteau. Alors ce linteau, il a été martelé à l'époque de la Révolution. Mais on devine très facilement le sujet, puisque nous avons le Christ au milieu, il y avait le Christ au milieu, et de part et d'autre, les 12 apôtres. On voit très bien les petites arcatures qui correspondent à chacun des personnages. Au-dessus, un faux tympan qui n'a jamais été sculpté, jamais été historié, à l'intérieur duquel on peut distinguer d'ailleurs un arc de décharge. Une dernière chose qu'on peut dire peut-être encore sur cette façade, et en particulier sur cette jolie petite tête d'un monsieur qui se bouche les oreilles parce qu'il ne veut pas entendre la voix de Dieu. C'est un thème récurrent dans la sculpture médiévale. On peut remarquer d'ailleurs que l'image du personnage qui se bouche les oreilles se retrouve un petit peu plus haut, à droite, sur le coin de la façade. Face au personnage du portail qui se bouche les oreilles, on en a un autre qui paraît beaucoup plus épanoui, en quelque sorte. Sans doute, c'est celui qui a écouté
la voix de la divinité. Ce que nous voyons d'ici, c'est la façade nord de l'église, dont on dit qu'elle est la plus ancienne. C'est une façade dont il faut exclure à la fois la première travée et tout le chevet, c'est-à-dire la dernière travée et tout le chevet. Et puis cette espèce de petit bâtiment qui est une porte supplémentaire qui a été ouverte également au XVIIIe siècle. Dans cet ensemble donc de 3 travées, telles qu'elles apparaissent comme cela, vues de l'extérieur, bon, on peut signaler d'abord leur aspect massif, je dirais même imposant, plus particulièrement la partie qui conduit au clocher, qui soutient le clocher, ainsi que la vis adjacente. Il semble bien qu'au XIVe siècle, on n'ait pas construit la première travée, et la chapelle nord correspondant à la première travée, c'est-à-dire à gauche en entrant, qui est actuellement la chapelle des fonts baptismaux, et qui s'appelait à l'époque la chapelle Saint-Nicolas. En particulier, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on voit très bien, quand on regarde en détail ce mur, on voit très bien qu'à un moment donné, le mur s'arrêtait à l'endroit où commence la deuxième travée. Du côté nord, on a eu quelque chose de béant, là. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs explications possibles. Comme on est à l'endroit où l'église vient rejoindre les remparts, il est fort possible que l'on ait gardé une structure défensive qui était peut-être utile et qui ne nécessitait pas qu'on la démolisse, du moins d'entrée. D'ailleurs, quelque chose qui montre que peut-être il y a eu une utilisation d'un système défensif à cet endroit-là, c'est le bout de chemin de ronde que l'on voit contre le rempart. Alors, quand on a construit cette chapelle Saint-Nicolas, on a simplement aménagé cette ouverture dans sa partie basse. Et on a à ce moment-là fait une voûte, mais une voûte qui était beaucoup plus basse que les voûtes qui étaient celles des autres chapelles de ce même mur nord, de ce même côté nord. On a donc fait une voûte beaucoup plus basse, et pendant de nombreux siècles, on a eu donc une chapelle peut-être imparfaite, peut-être non finie, mais qui s'appelait déjà la chapelle Saint-Nicolas. Et c'est seulement au XVIIIe siècle, et là on le voit très bien quand on regarde le mur, que l'on va sans doute dégager des choses qui étaient gênantes, et terminer cette première chapelle, à l'image, disent les textes d'ailleurs, disent les devis, à l'image des autres chapelles du mur nord. Et c'est dans cette chapelle que l'on va construire un escalier qui permettra d'accéder à cette fenêtre supérieure qui donne sur l'ancien cimetière, aujourd'hui le jardin du presbytère, et qui a remplacé la petite porte romane de la deuxième travée qui prenait l'eau chaque fois qu'il y avait des intempéries. C'est cette porte discrète de style roman, une porte très bien appareillée, qui a eu son heure de gloire à l'époque des guerres de religion. Parce qu'à l'époque des guerres de religion, 1560, on a fermé le grand portail pour des raisons de sécurité, de protection. C'est pour cette raison qu'on l'a muré et qu'on a construit, dans la première travée, une grande porte qui est curieusement en hauteur, parce qu'elle permettait d'accéder directement dans ce qu'était le cimetière. Et oui, je crois qu'il faut en parler d'ailleurs, parce que puisque nous parlons du Moyen-Âge, c'est une frise qui est médiévale. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas été faite au moment où on a fait cette ouverture. Visiblement, c'est une frise qui est un remploi, et un remploi de quoi? Du monastère du Gros-Eau, parce qu'on retrouve exactement les mêmes thèmes lorsqu'on regarde à la chapelle du Gros-Eau les frises qui ont été conservées, parce qu'il y en avait partout, mais elles ont disparu. Oui, sur cette façade sud, il y a quelques petites choses qui sont intéressantes. D'abord cette porte, qui pour le moment reste mystérieuse, qui se trouve donc juste au niveau du grand banc, voilà,
du XVIIIe siècle. Et puis, il y a également une toute petite fenêtre là, qui correspond, par son emplacement, à cette partie de la 5e travée qui avait été commencée au XIVe siècle et abandonnée. Il y avait des bâtiments, où il y avait cet hôtel, il y avait la porcherie municipale, et puis on sait même qu'il y avait le responsable du bouc communal, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas un bouc dans toutes les maisons, aujourd'hui non plus d'ailleurs, et on venait, quand la chèvre devait être engrossée, on amenait la chèvre au bouc municipal. Oui, c'est une vision collective de la vie sociale qui est intéressante. Canon et Fusieu en quitta la vieille forteresse, Ieuil, pré-guerre et camp sacra, restunti sont saoulés, dit les murailles apasimades. Canons et fusils ont quitté la vieille forteresse. Aujourd'hui, prières et chants sacrés sont seuls à résonner dans les murs apaisés. Paul Paye.